Merci bien. Alors on parlait des difficultés éprouvées effectivement par les librairies indépendantes. On pourrait reproduire ce schéma sur les disquaires qui effectivement ont disparu malheureusement dans nos centres-villes les uns après les autres. À Marseille, à Toulon, à Avignon, il en reste vraiment très très peu malheureusement. Où là aussi il y avait un vrai rapport de proximité qui était un rapport très intéressant de conseils, de découvertes, enfin tout ce que vous connaissez par cœur. Il reste aujourd'hui un disquaire indépendant à Arles qui a connu un certain nombre de difficultés économiques et pour survivre tout simplement, ils ont eu une idée, c'est de transformer tout simplement leur mode de fonctionnement. Regardez ce reportage qui a été tourné au mois de novembre. C'est un reportage de Noémie Dahan et de Emmanuel Zini. Et puis alors qui vient de sortir, qui est extraordinaire, jamais entendu. Catherine connaît ses classiques. La musique n'a aucun secret pour elle. Mais avec la crise du disque, son commerce a perdu 20% de son chiffre d'affaires chaque année. Alors, au lieu de mettre la clé sous la porte, elle et son mari ont eu une idée étonnante, empruntée à l'agriculture, celle de créer une AMAP culturelle. Le projet de l'AMAP serait de proposer un abonnement annuel sur une valeur qui permet à la personne de se constituer une cagnotte. Et puis, elle utilise la cagnotte comme elle le souhaite, quand elle le souhaite, avec toute la richesse musicale qu'on peut proposer en magasin ou qu'on peut commander spécialement pour elle. Là, on a dépassé donc les 100 pré-engagements. Ce projet a été inspiré par les fidèles clients du magasin, inquiets à l'idée de perdre l'un des derniers disquaires indépendants de la région. C'est vrai que c'est un engagement qu'on risque de prendre sur 6 mois ou 1 an. Ça veut dire aussi que de leur côté, ils seront assurés d'avoir un revenu et que nous, on participe aussi à une activité locale. Je préfère venir chez mon disquaire qui me connaît. Pas forcément, d'ailleurs, on vient acheter un disque. Quelquefois, on vient juste pour parler, pour demander des nouvelles. C'est une animation de quartier. 120 personnes ont déjà signé un contrat d'engagement. Il faudrait entre 5 et 600 amapiens pour faire vivre ce projet unique en France. Est-ce que c'est une bonne idée, ça? Très bonne. C'est tout. Très bonne. Si, mais tout ce qui est... Non, mais tout ce qui est là, il était question des disques. Est-ce que ce schéma-là peut se reproduire éventuellement sur le livre? Mais pourquoi pas? Il y a une AMAP de livres qui vient de se créer en Poitou-Charentes. Bon, d'accord. Et je crois que toutes les solutions sont à explorer. Librest, qui est une association de libraires de l'Est parisien, vient de mettre en place une nouvelle solution mutualisée de transport. En fait, la mutualisation est une des clés, bien entendu, pour... se sortir du marasme. Alors Laurent Caratu a vu le sujet, on dit tout, on rentre un peu dans les coulisses de l'émission, a vu le sujet avec Patrick Coulon juste avant la diffusion de l'émission. Il me disait mais ça existe déjà partout ça, il y a un coiffeur à Marseille qui fait ça. Alors, mais c'est une idée géniale. C'est le mot AMAP. C'est une idée géniale. C'est le mot AMAP c'est une idée géniale. Je sur ce reportage parce que cette idée est géniale. D'ailleurs c'est une idée marketing forte. Qui existe depuis déjà plusieurs dizaines d'années, notamment aux États-Unis, où vous avez tout simplement verrouillé votre clientèle, mais de manière très gentille, puisqu'ils sont volontaires pour être verrouillés. Mais disons que ça permet de fidéliser votre clientèle de manière très forte. Alors évidemment, sous couvert d'une appellation AMAP, on pérennise une entreprise. Et on a une véritable relation clientèle, et c'est ça qui est important en réalité, c'est d'établir une véritable relation clientèle. Moi, mon coiffeur le fait, donc il a une carte de fidélité sur laquelle on recharge sa dépense. C'est exactement la même chose. Ouh là là. Vous avez fait une comparaison très audacieuse. La coiffure et le livre. Je suis là pour parler de commerce. Non mais je traduis le visage de Léonore de Nussa que les téléspectateurs n'ont pas vu. C'est pas tant la coiffure et le livre que la carte de fidélité que les libraires ont mis en place depuis déjà très très longtemps pour bénéficier d'une remise de 5%. Donc il existe déjà je pense que là, le processus est légèrement différent. Il pourrait être mené avec des éditeurs régionaux, en partenariat avec plusieurs librairies. Enfin, il y a des choses intelligentes à mettre en place. Patrick. Il y a effectivement une dimension qu'on n'a pas trop explorée là, c'est la dimension régionale de la lecture, de l'écriture, de la passion pour le livre. On peut se positionner en tant que lecteur d'un tout,
On peut aussi se positionner en tant que lecteur de choses d'écrivains de la région, qui se font dans la région, mais pas forcément d'écrivains de la région, mais de choses qui se font dans la région. D'éditeurs qui font des choses dans la région, même si ce n'est pas des écrivains de la région, ou des écrivains de la région, même s'ils n'ont pas d'éditeurs, etc. Là, il y a peut-être beaucoup de choses à organiser de manière nouvelle. Mais vous qui êtes un spécialiste, je voulais le montrer à la fin de l'émission, mais je le montre tout de suite, le bal des cagoles, les cahiers Pulp de Philippe Carrez, qu'on connaît bien ici, réédition de Philippe Carrez, et puis Andrea Camilleri, qui est un auteur sicilien, très connu. Et vous me disiez que c'était extraordinaire. Le fait de se focaliser comme ça sur effectivement des écrivains locaux et sur des histoires locales ou méditerranéennes pour aller au-delà, c'est ça? Non, c'est pas ça. J'ai mal compris. Non, justement, nous en tant qu'éditeurs, par exemple, on n'est pas le seul exemple. Vous avez beaucoup de... Les Cahiers du Sud, c'est beaucoup d'écrivains locaux quand même. Alors, les Cahiers tout court, et on publie des éditeurs du monde entier, des auteurs du monde entier, des auteurs d'ici, bien sûr, mais des auteurs d'ailleurs. En revanche, on est une maison installée ici. Et il y a tout un tissu de structures installées ici, que ce soit des auteurs ou que ce soit des éditeurs, que ce soit des libraires, effectivement, c'est ce tissu-là qu'on peut faire vivre tous ensemble, comme disait Léonore de Nussac, peut-être en inventant d'autres manières de s'approprier le livre et de l'acheter. Alors, parmi les autres manières de s'approprier, non pas le livre, mais la lecture, le fait de lire, c'est-à-dire de porter son attention sur quelques mots écrits comme ça, les uns après les autres, et qui donnent une suite harmonieuse, il y a le développement des tablettes numériques. Est-ce que les tablettes numériques, alors peut-être pas aujourd'hui, parce que la part de marché est infime dans la façon dont on lit un livre sur une tablette numérique, est-ce qu'à terme, à votre avis, c'est la fin du livre papier, cette affaire-là? Certainement pas. Non, mais c'est un souhait ou c'est une réalité qui est... Non, mais attendez, clairement, c'est un souhait ou c'est une réalité qui est étayée par des faits concrets, par une analyse... Personne ne le sait aujourd'hui. Alors, si on voit ça du côté de la lecture, en fait, les questions qui se posent, et aujourd'hui, les cogniticiens, ceux qui étudient la manière dont on lit sur ces outils-là, d'autres types d'outils, sont quand même assez sceptiques sur la possibilité d'avoir un type de lecture approfondie. En revanche, sur certains secteurs éditoriaux, c'est déjà le cas et c'est très bien, ça permet un partage beaucoup plus court. Presse, magazine. Les universitaires l'ont compris depuis longtemps, les sciences humaines sont en pointe sur les autres supports et la mise à disposition de contenus de manière beaucoup plus interactive. Donc il y a beaucoup d'expérimentations qui se font et effectivement, pour certains types d'ouvrages, c'est déjà le cas depuis des années. Les encyclopédies, les sciences humaines, je l'ai dit, les essais. C'est vrai qu'il y a... En revanche, pour la littérature, c'est encore... Oui, enfin, il y a un côté quand même très pratique. D'abord, il y a l'accès à... Alors, pas à toute la librairie internationale, mais il y a quand même l'accès à la lecture et aux livres qui peut être gratuit. Il y a beaucoup d'ouvrages de référence qui sont proposés comme ça à la lecture de façon gratuite. Est-ce que le fait, effectivement... Quel est votre sentiment, vous, qui êtes... très, très imprégné du papier, vous suivez cette évolution virtuelle, numérique, mais malgré tout bien réelle? Je pense que oui, ce sont les prémices des évolutions. Je pense qu'on peut apprécier déjà tout de suite, on a tous testé le petit processus sur une tablette. Oui, il y a un plaisir qui n'est pas le même, qui est différent. On ne complémentaire pour vous. Bien entendu. Moi, je pense que... C'est pas l'un ou l'autre, c'est complémentaire. Voilà, moi je pense que il faut que les choses cohabitent. Et pour l'instant, c'est le cas. C'est difficile de pressentir comment les choses vont évoluer. Concrètement, en ce qui concerne le livre, je voudrais juste rajouter cette dimension, insister sur la dimension de proximité et humaine, et notamment rebondir sur ce que vous disiez aussi, c'est l'esprit d'initiative et le dynamisme des libraires indépendants, et notamment les libraires qui résistent le plus aujourd'hui, sont des librairies qui sont devenues des lieux culturels, des lieux où on se rencontre, et c'est ce que nous faisons toute l'année. C'est qu'on ne passe pas juste pour consommer un ouvrage, on passe, on discute, on se renseigne, on parle d'autres choses, on commande l'actualité. Rencontrer un lieu de convivialité. Et rencontrer les écrivains. Donc tous les mois, c'est ce que nous organisons pour entretenir ce lien de proximité. Patrick Coulon et Laurent Caratu. Il y a une dimension que je voudrais aussi, dont on parle très, très rapidement, c'est l'objet tout simplement. Parce que, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de tenir un bouquet entre les mains, de l'abîmer, de noter. Ce qui est motivant en tant qu'éditeur, par exemple, quand on publie un livre, c'est
évidemment le livre, l'écriture elle-même, l'auteur, ce qu'il dit, la manière dont il écrit, mais c'est aussi l'objet. C'est aussi fabriquer un bel objet qu'on ait envie de tenir entre ses mains, qui soit agréable, qui soit beau, qui soit plaisant. Enfin, souvenez-vous, on disait la même chose sur les disques vinyle et compact disque. Oh, le disque vinyle, c'est tellement un bel objet à la marge. Hein. Oui, à la marge, c'est vrai, mais ça en fait. C'est important dans la consommation. Après, tout ça peut cohabiter, comme disait madame. Ça peut, par exemple, en tant qu'éditeur, on lit beaucoup de bouquins manuscrits, et bien, la liseuse peut devenir quelque chose de très important pour consommer le livre dans un premier temps, qui est plus que le temps du plaisir, le temps du travail. Et vous avez vu, le vocabulaire n'est pas le même. Hein. Moi, je dis tablette numérique, lui, il dit liseuse. Laurent Caratu. Simplement, sur la tablette numérique, c'est vrai que c'est un moyen supplémentaire d'accéder aux livres. Maintenant, bon, l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est la rémunération des auteurs et la rémunération de ceux qui les distribuent. Maintenant, on a bien vu dans le raisonnement qu'un libraire est un lieu, propose une expérience, et c'est un lieu dans lequel on va chercher un plaisir, une certaine sensualité d'accès à la culture et un loisir. Je rappelle, pour la petite histoire, qu'on vient d'obtenir l'ouverture le dimanche sur la zone touristique de Marseille. Ça, c'est un combat. Hein, c'est un combat que nous avons mené pour qu'on puisse accueillir donc Marseille-Provence 2013 dans de bonnes conditions. Quoi de mieux que de se promener le dimanche et éventuellement les dimanches adéquats, aller flâner chez son libraire sur la zone touristique, pourquoi pas. Alors on arrive au terme de cette émission, on va faire un tour rapide de table, c'était pas prévu mais c'est pas un piège. Hein. Un livre à conseiller, allez très rapidement, Léonore de Nussac. Oula. Pour les gens qui nous regardent. Je passe la parole à mon voisin, je réfléchis. Laurent Caratu. Sun Tzu, l'art de la guerre. Je suis dedans tous les jours. Ok. Je suis tout simplement en train de lire un livre de Boualem Sansal, puisque nous l'accueillons au mois d'avril en librairie. Donc, vous êtes très habile. Vous êtes très habile pour faire passer des messages. Très habile. Voilà. Patrick. Je vais plaider pour ma maison. Hein. Mais je vous en prie, Un roman de Marie Neuser qui s'appelle « Je tue les enfants français dans les jardins ». Qui est d'ici ou qui est d'ailleurs qui est publié par un éditeur d'ici, puisque c'est Les Cahiers, et qui est en finale aujourd'hui du prix du polar de la SNCF. Donc on croise que Philippe Carrez a gagné. Hein, absolument. Il y a quelques temps. Léonore de Nussac, ça y est, vous avez trouvé le livre que vous conseillez à nos téléspectateurs. Chacun plaide pour sa paroisse. Je vais plaider pour le prix littéraire des lycéens et apprentis de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui propose une très belle sélection de 6 romans et de 6 bandes dessinées avec tous les auteurs qui passent dans toutes les librairies de Libraires du Sud, qui est une association à l'échelon régional et qui est un prix qu'on organise avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci à tous les 4 d'être venus sur notre plateau. Voilà, on s'est régalé. Lisez, voilà, lisez. La semaine prochaine, un changement de sujet, on parlera de la nocivité ou pas d'ailleurs des antennes de relais de téléphonie portable qui fleurissent sur les toits de nos maisons. Voilà, passez un très bon week-end sur la 3. Merci de votre fidélité. Au revoir.